BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette fin août, c'est la rentrée pour la plupart des programmes de 01 TV mais aussi de BFM Business, et c'est la rentrée donc pour aussi De quoi je me mêle. De quoi je me mêle, dorénavant, comme toujours d'ailleurs, votre rendez-vous tech du week-end, 52 minutes pour décrypter l'actu et pour aller un petit peu plus loin sur certains sujets. Tiens, tout à l'heure, on s'intéressera à une date importante, les 10 ans de Tim Cook à la tête d'Apple. Il faut savoir qu'il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, nous quittait Steve Jobs, et donc Tim Cook avait pris la relève, peut-être même quelques semaines avant, puisque bien Steve Jobs l'avait nommé avant qu'il ne disparaisse. On reviendra sur cet anniversaire, et puis bien évidemment, vous le savez, à chaque fois, vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM, à la fois sur Twitter, mais aussi sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue, c'est parti donc pour De quoi je me mêle. Et bien sûr, on commence par l'actu de cette semaine, c'est le club de la presse IT, et c'est avec Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François, content de vous retrouver. Mais content aussi, bien sûr, journaliste, vous le savez, à 01net.com, et Emmanuel Paquette, dont c'est peut-être aussi la rentrée, Emmanuel. Moi, je suis déjà arrivé depuis un petit moment, mais merci. C'est pour ça que ton bronzage, en fait, est assez subtil. Exactement. On pourrait dire ça comme ça. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, bien sûr. L'Express, version papier, version web, sur les applis, bien sûr. Alors, l'actu de ces derniers jours. Alors, on va revenir sur le président américain qui a convoqué les GAFA, Facebook aussi, et son fameux métaverse. On va essayer de comprendre quel est le dernier délire de Mark Zuckerberg. Mais on va débuter par les rumeurs concernant le nouvel iPhone. On s'approche de la date fatidique, là, dans quelques semaines. On découvrira sans doute l'iPhone 13. On n'a pas encore son nom, mais bon. Il y a des chances qu'on opte pour l'iPhone 13. Il y avait quand même des doutes il y a quelques temps, parce que 13 ça porte malheur et qu'il y a quelques pays qui sont plus superstitieux que d'autres. Mais a priori, on se dirige quand même vers l'iPhone 13 chez Apple. Ça devrait être dans 2 semaines, 2 semaines et demie. On s'en approche quand même. On n'est pas loin du lancement des nouveaux iPhones. Oui, on n'a pas encore la date de la keynote officielle. Non, normalement, maintenant qu'on est sur des événements virtuels, Apple a plus besoin d'annoncer trop en avance. Ça devrait se faire. On devrait avoir la date une semaine avant la keynote. Donc ça devrait être la 2e semaine de Généralement, septembre. si on se base sur le calendrier d'Apple hors pandémie l'année dernière où ça avait tout décalé, c'est le mardi de la 2e semaine. Donc on veut deviner quand est-ce que ça va. Ça serait donc ça se produire. Le 13 ou le 14 c'est ça, autour de ces dates-là. Maintenant, ça peut changer. Évidemment, Apple a la liberté de faire ce qu'il veut parce qu'ils n'ont pas besoin de convoquer des centaines de journalistes du monde entier. Les seules choses qui sont nouvelles ces derniers jours, c'est qu'on commence évidemment à voir vers quoi on va aller. On devrait rester sur une gamme assez similaire à celle de l'année dernière, c'est-à-dire avec 4 produits, toujours un iPhone mini, toujours un iPhone 13, un Pro, un Pro Max. Maintenant, là où vous risquez d'être déçus, c'est que les rumeurs parlent depuis plusieurs mois du retour du capteur d'empreinte sous l'écran. Ce qui serait une bonne chose, parce que voilà, si vous avez un iPhone moderne, vous savez que le masque et Face ID, ça fait pas vraiment copain-copain. Apple a trouvé une solution, c'est de vous dire d'acheter une Apple Watch, parce que si vous avez une Apple Watch et un masque, vous pouvez quand même déverrouiller avec Face ID. Achetez-vous une Apple Watch et vous pourrez déverrouiller votre téléphone. Exactement, c'est une bonne manière, c'est du Apple, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, dont on parle très souvent dans cette émission, c'est peut-être le plus fiable sur Apple, lui a eu l'information qu'Apple a en effet testé Touch ID sous l'écran, que ça fonctionne, sauf que leur décision, elle est de rester fidèle à Face ID. Il n'y aura que la reconnaissance faciale sur les prochains iPhone 13. Et si le capteur d'empreinte revient dans le futur, ça sera uniquement sur les iPhones les moins chers. Pour ceux qui coûteront le plus cher, les Pro, les Pro Max, potentiellement les successeurs du 13, on restera seulement sur de la reconnaissance faciale. Très bien. Bon, on verra un petit peu à quoi ressemblera cet iPhone. Est-ce qu'on en sait autant que les années précédentes concernant cette nouvelle itération, ou est-ce qu'il y a peut-être des trucs cachés qui pourraient être annoncés ? On sait que parfois les keynotes d'iPhone, il y a toujours des petits bonus, des petites choses comme ça. On a des pistes ou pas ?
Non. C'est compliqué parce que je ne peux pas dire ce qu'on ne sait pas. Ouais, Donc, oui. éventuellement, Mais il y comme aura, tu es il y tout aura le des temps surprises. sur Non, les comptes des... J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros changements par rapport D'accord. aux années précédentes. Après, on est sur une année S, même si ça devrait pas s'appeler 12S, mais 13. On est sur C'est une évolution du modèle années précédent. où Apple améliore le produit sans tout changer. Donc, évidemment, il y a moins de fuites parce que il y a moins d'intérêt pour un produit qui est strictement identique. Il y a eu des fuites de personnes qui disent ça c'est le dos du futur iPhone, ça c'est le tiroir à carte SIM du futur iPhone. Sauf que c'est la même chose. Donc c'est absolument impossible d'en tirer une conclusion. Mais non, on se dirige à priori sur des grosses améliorations sur la photo, sur une encoche plus petite, sur des améliorations évidemment sur le processeur, mais pas de rupture majeure sur cette génération. J'ai cru lire aussi que Apple travaillait sur un déverrouillage Face ID, même avec le masque, qui serait en train de voir si avec les algos, il ne pourrait pas malgré tout détecter le propriétaire de l'iPhone, même si il porte le masque. Il y a en effet des rumeurs. Voilà. Et aussi, j'oublie c'est peut-être plus simple à faire que... C'est peut-être plus simple à faire, et je ne l'ai pas listé, mais aussi l'une des grosses nouveautés, ça serait l'introduction du 120 Hz chez Apple. Oui, et donc fluidité à d'écran. la ramasse là-dessus. Emmanuel, est-ce que Apple sera à la hauteur de la production de ces iPhones? Parce qu'on sait que c'est la pénurie de semi-conducteurs. Ouais, c'est une des vraies questions, parce qu'il y a une petite alerte déjà cet été de la part de la direction d'Apple sur les risques de tension d'approvisionnement en semi-conducteurs. Donc il peut y avoir deux impacts. Un impact sur le volume du nombre de téléphones disponibles à partir du mois de septembre-octobre, puisque c'est traditionnellement effectivement là où il y a les nouvelles gammes qui arrivent. Et puis une autre question sur le prix, parce qu'il y a une forte tension inflationniste sur les processeurs, les composants. Et donc la question est de savoir est-ce qu'on va avoir un prix qui va être un peu plus élevé à cause du coût des composants. Moi c'est vrai que j'ai vu des sociétés qui aujourd'hui me disaient il y a un rapport de force qui s'est totalement inversé avec les fournisseurs en Asie. Et en fait quand des grands groupes les ont plus ou moins maltraités, en essayant de tirer à la baisse les prix, aujourd'hui c'est un peu les derniers à être livrés. Voilà, il y a un peu le karma, effectivement. La boîte en question, qui était une boîte française, me disait que eux, ils avaient de très bons rapports et ils n'avaient jamais eu ce type de problème-là avec leurs fournisseurs, et que du coup ils étaient toujours servis dans les premiers rangs sur les semi-conducteurs. Donc eux, ils n'avaient pas trop de soucis. Et puis ils avaient pris des commandes fermes il y a déjà un certain temps pour essayer effectivement de sécuriser l'approvisionnement. Donc effectivement, il y a un problème encore une fois de volumétrie des iPhones qui sont disponibles, d'une part. Puis d'autre part, est-ce qu'effectivement, il ne va pas y avoir un impact sur le prix? Donc là, ce qui serait un peu plus embêtant pour le consommateur. Alors Apple, ils nous ont toujours habitués à avoir des prix plutôt bien plus élevés que la concurrence. Mais là, ça peut avoir un impact. On voit que dans la high-tech, en fait, il y a des fortes tensions inflationnistes sur le prix des composants et donc sur le prix au consommateur à la fin. Et puis, on peut imaginer aussi qu'Apple a une force de frappe phénoménale auprès de ses fournisseurs de puces. Ça, c'est évident. Quand Apple arrive et qu'il vous dit « je voudrais 100 millions de processeurs », après, on ne peut pas faire n'importe quoi et augmenter les tarifs, etc. Mais ça va être intéressant de voir si Apple va rogner un peu ses marges et maintenir le prix traditionnel de l'iPhone, ou alors l'augmenter de quelques euros ou quelques dizaines d'euros. On verra ça, on en saura plus, là, si tout va bien, à mi-septembre. Oui, on devrait vite être fixé là-dessus. Voilà, concernant l'iPhone, avec d'autres produits qui pourraient sortir, alors pas l'Apple Car d'ici la fin de l'année, mais peut-être des nouveaux AirPods, de nouveaux Mac, etc. Il y a plein de choses. On parle de pas mal de choses, la fin de l'année devrait être chargée. Et on reviendra sur l'histoire d'Apple tout à l'heure en deuxième partie de quoi je mêle, toujours avec Emmanuel et Nicolas, sur les 10 ans de règne de Tim Cook. Bon ou mauvais management? Tiens, est-ce que la philosophie, la magie d'Apple est toujours là finalement 10 ans après? Cette magie qu'avait distillé Steve Jobs, on va en parler tout à l'heure. On va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses quand même maintenant. C'est Joe Biden qui a convoqué mercredi dernier tous les PDG des GAFA. Nicolas, ça rigole pas là. Quand on reçoit une invitation de Joe Biden, on peut pas dire écoutez, non je peux pas là, j'ai piscine. Si Jeff Bezos était là, il aurait pu dire j'ai fusé, je peux pas. J'ai fusé. Désolé, je suis occupé. Ça c'est la classe. C'est pas mal. Bon, c'était pas lui, c'était son successeur Andy Jassy qui du coup. Oui, parce maintenant, on sait que Jeff Bezos prend un peu de recul. Oui, Jeff Bezos n'est plus le CEO d'Amazon. Il est accompagné de Satya Nadella de Microsoft, de Tim Cook d'Apple, de Sundar Pichai de Google, de patrons de banque, de patrons d'assurance, des fournisseurs d'eau, des fournisseurs d'électricité. Oui, donc c'était pas que la tech, c'était vraiment tous les grands patrons d'industrie américains. Les secteurs privés importants aux États-Unis. Vous vous demandez certainement pourquoi mélanger un fournisseur d'eau et Apple. Il y a une raison. Parce que l'iPhone est étanche.
Parce que l'iPhone, exactement, IP68. Non, la réalité est qu'aux États-Unis, comme ailleurs, il y a une multiplication des rançongiciels ces dernières années, des attaques, des cyberattaques, souvent de pays étrangers, souvent qui peuvent paralyser toute une économie. On a pu le voir avec Colonial Pipeline, ça avait pénalisé quand même l'essence, c'est pas rien. Paralysé, l'essence. Des hôpitaux aussi qui ont pu être attaqués pendant une crise sanitaire. Là aussi, c'est problématique. C'est pas terrible, même en France d'ailleurs. On a eu... Joe Biden a eu l'idée du coup de convoquer ce monde, cette belle compagnie tout de même, parce qu'il dit que l'administration américaine dépend d'infrastructures majoritairement privées et que du coup ce n'est pas au gouvernement lui-même de tout régler. Donc il a besoin de l'aide de ces entreprises, de leurs engagements. Il y a eu des annonces, je ne sais pas si ça va vraiment régler le problème, mais en tout cas le but était peut-être de passer un message, de dire que les États-Unis s'intéressaient vraiment à cette situation. Emmanuel, en détail, qu'est-ce que veut Biden en fait dans cette histoire ? Oui, en fait, comme le disait très bien Nicolas, l'idée c'est de sécuriser ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc c'est des grandes sociétés qui œuvrent dans des domaines clés, énergie, santé, transport, etc. Tech, voilà, mais qui utilisent tous de la technologie. Et aujourd'hui, il se trouve que ces infrastructures qui hier n'étaient pas nécessairement connectées à Internet se retrouvent directement ou indirectement reliées à Internet. On parlait des hôpitaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, un scanner, par exemple, dans un hôpital n'est pas relié à Internet, mais il est relié à l'informatique pour envoyer les images. Et de fait, quand on a un ordinateur qui commence à être infecté, ça remonte jusqu'au scanner. Moi, on m'a parlé effectivement d'un rançongiciel dont parlait Nicolas, qui s'est retrouvé installé sur un scanner et qui le faisait bugger. Donc le scanner, il redémarrait incessamment. Donc les attaquants ne visaient pas le scanner, ils visaient bien le système administratif, mais de fait, ça s'est répandu un peu partout. Mais le contre-coup, en fait, de cette contamination a fait que le scanner ne marchait plus. Voilà. Moi, on m'avait aussi, alors sans me donner le nom à l'époque, mais parlé d'un système d'alerte à incendie qui était relié à Internet indirectement. Donc c'était des capteurs sur une chaîne de montage, et ces capteurs, en fait, ne fonctionnaient plus. Et du coup, l'usine a pu prendre feu. Donc simplement parce que les capteurs ne jouaient plus leur rôle, parce qu'ils étaient bloqués. Ils étaient contaminés par ce virus. Exactement. Donc on voit en fait qu'il y a des réalités physiques, matérielles, sur des attaques informatiques qui, elles, semblent un peu... comme ça, en gros, on se dit c'est pas très grave, quoi. C'est que de l'informatique. En réalité, il y a un vrai impact et ça peut même paralyser un pays. Là, on a vu que certaines infrastructures, mais la crainte d'Emmanuel Macron, comme il l'a dit récemment, et puis de Joe Biden, c'est qu'un jour il y a une attaque massive sur tous ces systèmes en parallèle. En même temps. C'est-à-dire que si vous attaquez tous les hôpitaux en plus, par exemple les oléoducs, etc., vous déstabilisez entièrement l'économie d'un pays. Et ça, sans déplacer un militaire sur le terrain d'opération. Donc c'est un gain maximum pour en face il y a quasiment peu de risques, voire pas de risques, et donc la crainte c'est qu'à un moment donné les États jouent comme ça à s'envoyer des petites bombinettes et puis que la tension monte et qu'à un moment ou un autre ça se règle en fait par des actions militaires, comme l'a dit Joe Biden récemment. Donc il faut sécuriser les infrastructures dans un premier temps. La France, après avoir sécurisé les OIV, maintenant veut sécuriser ce qu'on appelle les OSE, c'est les opérateurs de services essentiels, donc c'est un peu un second cercle autour de ces OIV, puis après il restera encore les PME, parce que ce que font les attaquants, c'est comme ils voient que la porte d'entrée des grands groupes devient de plus en plus difficile à pénétrer. Ils s'attaquent aux plus faibles, ils s'attaquent aux plus petits, qui travaillent avec les gros, et donc en attaquant les plus petits, on rentre chez les plus gros. Voilà. Et donc ça c'est la crainte de tous, donc il faut descendre le niveau de sécurité au plus bas niveau. Très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que peut exiger Biden auprès de toutes ces sociétés ? C'est de leur dire attention, il faut vérifier, faites les mises à jour de vos ordinateurs. Il y a au moins 3 éléments. Premier élément, c'est de rehausser le niveau de sécurité global de toutes ces structures, parce qu'il y en a qui ont un bon niveau de sécurité, d'autres qui ont un niveau de sécurité qui est mauvais. Donc en fait, avoir une forme d'harmonisation avec des normes à respecter. Peut-être la moderniser aussi pour certaines entreprises. Alors, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, parce que dans les entreprises, on sait très bien qu'il y a plus coexistence de plein de ce qu'on appelle la legacy, de l'historique. On retrouve des vieux Windows XP qui fonctionnent encore alors qu'ils sont plus... C'est souvent là que viennent les problèmes. C'est pas votre ordinateur, votre téléphone à jour qui va être infecté par le virus. Non. Ça va être un ordinateur pas mis à jour depuis 15 ans qui récupère le virus et qui infecte tout votre système. Donc ça, c'est le premier point, remettre tout le monde un peu au niveau. Deuxième point, c'est la formation.
vis-à-vis des utilisateurs comme nous, de faire attention, ce qu'on appelle l'hygiène un peu informatique. Oui, la pédagogie. Voilà. Et puis le troisième, c'est, donc là c'est une loi qui est en train d'être passée aux États-Unis, c'est informer directement l'État. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, quand elle est attaquée, elle a un peu honte, donc elle va pas le dire à ses actionnaires, elle va pas le dire des fois pas trop à ses salariés si elle peut le cacher, et surtout pas à l'État. Là, il va y avoir une obligation de remonter les attaques au niveau étatique pour que l'État soit au courant. Et donc ça va créer une espèce de base de connaissances qu'après l'État pourrait partager avec les entreprises du même secteur en disant faites attention, là on a vu quelqu'un attaquer, faites attention que ça n'arrive pas chez vous. Voilà, bon, on verra bien concrètement si eh bien ce coup de semonce, en quelque sorte, de Biden servira à quelque chose. Du côté de Facebook maintenant, alors Mark Zuckerberg a 2-3 casseroles supplémentaires à peu près toutes les semaines, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de parler positivement de Facebook avec son métaverse et son fameux Horizon Workrooms, qui sur le papier est assez intéressant, hein. C'est en fait la fusion d'une nouvelle perception en fait, de Facebook, c'est-à-dire qu'on se projetterait de manière virtuelle dans Facebook pour le travail, mais aussi pour le divertissement. On sait que Mark Zuckerberg y croit beaucoup depuis pas mal d'années. Le rachat d'Oculus, c'est pas anodin, hein. C'était la première pierre, on va dire, à l'édifice avec donc le hardware. Et petit à petit, voilà, on sait que Facebook s'intéresse à la VR et la AR. Qui commence là-dessus ? Je peux commencer. Allez, vas-y, Emmanuel. D'une part, c'est juste pour revenir un peu sur le passé, c'est vrai que c'est un vieux concept, c'est dans les livres de science-fiction des années 90, et il y a eu plein de sociétés qui ont tenté de faire ça, pour les plus vieux, Second Life par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là, c'était devant un ordinateur, donc on se crée son avatar qui était dans un univers... images par seconde, ça faisait comme voilà, ça. Là. Exactement. C'était super. Un peu moins, des fois, c'était super, effectivement. Et puis maintenant, c'est revenu à la mode avec Fortnite par exemple, ou Roblox. Fortnite qui a commencé à faire des concerts dans le jeu vidéo, pareil pour Roblox, avec des grandes stars qui ont fait des concerts live. Et donc l'idée, c'est de faire un monde virtuel dans lequel vous avez effectivement un personnage, votre représentation virtuelle. Alors c'est vrai qu'on nous vend un peu le film Ready Player One de Steven Spielberg. Aujourd'hui, on voit plutôt des gros pixels un peu dégueux. On est un peu loin des films hollywoodiens. Je suis désolé d'être un peu... Non, mais c'est vrai. Quand on regarde ça, ça fait pas rêver quand même. Voilà, on met Ready Player One de Spielberg en face et ça, on se dit bon. On va aller au cinéma. Il y a du boulot. Voilà. Bon, après, ça a été tenté maintes fois. Pour l'instant, personne n'a réussi à vraiment percer sur les univers des métaverses. Sony sur la PlayStation 3 de mémoire, ou 4 Non, c'était 4. Je pense que c'est la 3. C'était la 3, voilà. Ils avaient essayé de faire la même chose, faire un univers virtuel dans lequel les joueurs avaient un avatar, pouvaient se rencontrer, discuter. Ça a été abandonné sur la PlayStation 4 et sur la PlayStation 5. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs. Ça ne veut pas dire que Facebook ne va pas réussir, mais il va falloir voir ce que ça va donner dans l'avenir, avec toujours le même objectif, c'est retenir le plus possible l'attention des utilisateurs pour après essayer justement d'essayer de monétiser ça avec de la publicité quand même. C'est le rôle de Facebook. Et l'idée c'est quoi ? C'est de créer par exemple des réunions de travail avec des avatars, c'est ça ? C'est ça. Dans un premier temps, en tout cas, oui, c'est plus pour une évolution de la visioconférence, donc on l'a tous vécu là pendant le confinement, avec un élément un peu plus de proximité avec les gens avec lesquels on peut discuter. Bon, très bien. Et la VR dans tout ça, parce que c'est quand même, j'imagine, le next step. C'est-à-dire qu'après, on pourra avoir des lunettes de réalité augmentée. Enfin, et c'est intéressant ce qu'a dit Mark Zuckerberg, c'est qu'il a dit que pour l'instant, ce n'était pas encore super au point, mais que dans 5 ans, il visait vraiment des produits hyper intéressants, en fait. Voilà. C'est intéressant de reconnaître que la technologie ne suit pas aujourd'hui, mais qu'à l'horizon 5 ans, on aura sans doute des trucs qui nous mettront vraiment en immersion. Non, bien sûr, non, mais c'est intéressant. Et je trouve que c'est pas anodin, le fait qu'ils aient choisi de moderniser les réunions de travail plutôt que d'aller dans un univers virtuel où on va acheter des faux t-shirts ou qu'on va s'acheter une maison. On peut faire ça, c'est ce que PlayStation avait tenté de faire. Au final, on s'approche d'un univers de jeux vidéo, mais dans le monde réel. Là, en fait, ce que fait Facebook, c'est tout simplement améliorer les appels Teams. Ou les appels, Google Meet, tout le logiciel que vous avez pu utiliser. Et leur démonstration, moi, j'aime pas trop l'idée de métavers, j'aime pas trop ce que fait Facebook généralement, mais je trouve pas ça nul. Je trouve ça assez amusant d'avoir une salle de bureau virtuelle. J'ai noté 16 personnes en VR et 34 personnes qui sont invitées en 2D, qui sont affichées sur un grand écran. Je me vois pas faire ça tous les jours, mais je trouve ça assez amusant, par exemple, pour une conférence de presse virtuelle, plutôt que d'être dans un Zoom, d'avoir un présentateur qui nous présente le produit comme ça.
Ouais, Je trouve ça marrant. Et Ouais, il y a ça peut être d'autres rigolo. utilisations dans certains. Comme ça, on sera pas obligé d'allumer notre caméra idées quand on concrètes. sera- Oui, exactement. C'est pyjama. une vision complètement. Ouais. Je trouve ça rigolo et je pense pas que ce soit la pire idée qu'a eu Facebook. Après, quand là-dessus. on se croisera dans la rue, on se reconnaîtra On se plus parce qu'on reconnaîtra même plus. Bon, ça c'est le problème. Bon. Non, mais il faut des limites. Il faut évidemment pas qu'on bascule dans la Matrix et que notre Ouais. monde devienne ça. Et je pense qu'on n'y arrivera jamais. J'ose espérer qu'on n'y arrivera jamais. Mais pour l'instant, l'idée de Facebook de moderniser le travail avec une application qui est complètement expérimentale, ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est pas forcément la pire idée qu'ils ont eue. Maintenant, si Mark Zuckerberg il rêve d'un vrai métaverse où on fait tout virtuellement, où on est littéralement aspiré dans Facebook. Ouais. Là, j'y crois moins. Je pense que tu as dit dans l'introduction tout à l'heure le nouveau délire de Mark Zuckerberg. Voilà, on résume bien le nouveau délire de Mark Se Zuckerberg. faire aspirer par Facebook, si je peux réfléchir un peu avant quand même, s'il vous plaît. Quoi. Allez, on va parler d'un autre sujet. Il s'agit d'OnlyFans. Vous savez, cette application qui vous permet, moyennant quelques euros par mois, d'accéder à du contenu exclusif d'influenceurs. Hein. Exactement. OnlyFans, c'est ça, le départ d'OnlyFans. Le départ d'OnlyFans, c'est ça, c'est que Emmanuel, François. Voilà, Nicolas, moi j'aime bien tes tests de smartphone, etc. Je vais te donner de l'argent pour avoir un petit peu plus, par exemple, de tests, etc. Je peux lancer un abonnement, voilà. Je peux dire, on paye 5 euros par mois et en échange, on va avoir des contenus, des photos, des tests, tout ça. Les stars se sont au départ lancées là-dedans. C'était pour les célébrités, c'était pour des gens qui proposent des cours de sport, pour des recettes de cuisine. L'idée d'OnlyFans, c'était de faire ça. Le problème étant qu'OnlyFans, le problème ou non d'ailleurs, OnlyFans a rapidement dévié et s'est orienté plutôt vers les contenus sexuels. C'est-à-dire que les gens qui utilisaient OnlyFans, c'était souvent des acteurs, des actrices porno, des influenceurs aussi qui ont senti qu'il y avait la possibilité, en vendant des photos de nudité, en vendant du contenu sexuel, de se faire de l'argent. Du coup, OnlyFans... C'est devenu un repère, enfin, c'est pas péjoratif, mais c'est le voyeurisme, quoi. C'est devenu exactement, c'est l'application de référence là-dessus, et il y a de plus en plus de personnes sur OnlyFans. C'est devenu une activité, un nouveau modèle économique pour l'industrie pornographique. Ça cartonne, évidemment, sinon on n'en serait sans doute pas arrivé là. Et OnlyFans, jusqu'à maintenant, on le voyait vraiment monter, ils essayaient de recruter des investisseurs, on pensait que ça allait devenir une grosse boîte, et qu'ils allaient plutôt rester sur cette industrie pornographique. Et puis patatras, la semaine dernière... patatras, j'ai voulu te dire un mot. Il est bien, il est très, il est arrivé au bon moment. Merci. Tu vois, patatras. Je suis content qu'il ait plu ce patatras. On essaiera d'en faire quelque chose de récurrent dans cette émission. OnlyFans, la semaine dernière, annonce par Twitter que finalement, par communiqué de presse d'ailleurs, par Twitter, sur tous leurs réseaux, qu'ils ont décidé d'arrêter les contenus sexuels, de les bannir à partir du 1er octobre, parce que leurs partenaires financiers, Visa, Mastercard, il y a des politiques en cours qui disent que ça va pas être possible de continuer comme ça, que comme OnlyFans a des ambitions et veut se développer, ils ne veulent plus de pornographie sur leur plateforme. Le problème, c'est qu'ils n'ont informé aucun de leurs créateurs, donc il y a plein de personnes qui dépendent de ça, qui vivent à partir d'OnlyFans, qui sont retrouvées grâce à la presse informée que leur métier allait s'arrêter. Ça n'a évidemment pas plu, ça a été un petit séisme. Beaucoup de journalistes, d'analystes ont prédit la mort d'OnlyFans assez rapide. Et 5 jours après, parce que on a rarement vu, je pense, des retours en arrière aussi rapides en 5 jours. 5 jours après, OnlyFans a dit sur les réseaux sociaux, non, finalement, les contenus sexuels, c'est très bien, vous pouvez continuer. Allez-y. Donc, qu'est-ce qui va se passer les maintenant ? C'est un peu trop tôt pour le dire, parce qu'en 5 jours, il y a quand même beaucoup de créateurs qui ont eu le temps de déserter la plateforme, d'aller ailleurs, parce qu'ils ont décidé qu'ils se faisaient mépriser par OnlyFans. Est-ce que ça va vraiment... l'histoire WhatsApp. Attention, il va falloir accepter les conditions d'utilisation pour continuer à utiliser WhatsApp. Tout le monde est parti sur Signal ou Telegram. Oui, non, c'est vrai. Telegram a dit non finalement. Vous savez quoi ? Ça fait partie de ces fuites, d'utilisateurs assez rapides. C'est un peu trop tôt pour prédire ce qui va arriver. Est-ce qu'OnlyFans a vraiment commencé sa chute avec cette annonce ? Mais en tout cas, c'est assez étonnant ce revirement en 5 jours. Emmanuel, alors au-delà de cette histoire-là, je pense que tu as ton commentaire à nous donner, mais OnlyFans, c'est quand même un cas d'école, c'est incroyable. Il y a des gens qui gagnent des dizaines de milliers de dollars par mois. Oui, alors ça s'est pas mal développé. Il n'y a pas que OnlyFans, il y a par exemple Patreon, qui est aussi une plateforme qui fait exactement la même chose. Plus pour les podcasteurs, non, je crois. C'est ça, Patreon, exactement. C'est moins sexuel, mais il y en a. Parce qu'il y a des voilà, aussi. Exactement. Et l'idée, c'était de dire au départ, pour tous ces gens-là, c'est de mettre un peu de gratuit, par exemple, sur YouTube ou Facebook. Appâter le chaland et disant mais si vous aimez vraiment ce que je vous fournis en gratuit rémunéré par la publicité, abonnez-vous et là vous aurez beaucoup plus
de contenu. Alors ça marche pour à peu près tout, sauf le porno, parce que vous n'allez pas mettre des trucs pornographiques sur YouTube, Dailymotion et compagnie. Donc effectivement, ça a fait migrer tous ces gens-là qui veulent faire que du contenu adulte directement sur des plateformes comme OnlyFans. Moi, contrairement à Nicolas, je pense que la sortie du PDG, c'était pour faire pression sur les banques, notamment JP Morgan, qui voulait refuser les cartes de crédit des gens qui payaient pour du contenu adulte. Et donc cette sortie a permis de mettre sur le devant de la scène le fait que les banques se mêlaient quasiment de la ligne éditoriale d'OnlyFans. Alors, on peut considérer que cette ligne-là, elle est bonne, pas bonne. Je mets de côté les aspects moraux. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas une banque de dicter ce qu'une entreprise doit ou peut faire. Et de fait, je pense que ça a mis plutôt la pression sur les banques, et ce qui permet probablement aujourd'hui au PDG de pouvoir dire non, finalement, on va continuer. Je pense qu'il a pu régler ça avec une communication qui a été un peu punchy. Peu punchy, parce qu'il a donné une interview au Financial Times quand même, en mettant en cause directement les banques, en disant c'est de leur faute, on est obligé. Donc, il a été très offensif au niveau de la communication, mais pas en direction effectivement des gens qui postent. Oui, des utilisateurs, en tout cas de la philosophie de les fans. Vraiment dans du pur business. Ouais. Et pour le coup, ça semble avoir débloqué la situation, parce que je pense que s'il est revenu en arrière, c'est que les banques ont décidé de continuer à accepter le paiement sur les contenus adultes. Bon. Je crois là-dessus, en plus de l'histoire des banques, il y a aussi des lois qui font que, par exemple pour Visa et Mastercard, ils obligent les fournisseurs de contenu adulte à avoir une politique de modération ultra stricte, à vérifier le consentement, à vérifier l'âge des personnes sur les photos et sur les vidéos. Et ça, le problème, c'est que OnlyFans n'a pas forcément les moyens de le faire, et pas forcément aussi l'envie de regarder toutes les vidéos qui vont être postées sur la plateforme. Donc je suis plutôt d'accord avec l'analyse d'Emmanuel, je trouve ça intéressant de voir le côté coup de poker. Maintenant, il va aussi falloir voir dans la réalité comment ils arrivent à s'en sortir. Voilà, et puis on remercie Pierre Thiolien qui nous a réussi à trouver des images d'illustrations d'OnlyFans qui étaient diffusables. Il a eu beaucoup de travail, il a passé 2 jours à trouver les 3 images qui pouvaient être diffusées. On plaisante, bien sûr. Dernier titre d'actu, c'est Elon Musk qui, évidemment, dans la torpeur de ce mois d'août, nous fait une petite conférence comme ça sur l'intelligence artificielle, nous dit que son système de voiture autonome, autopilote, est le meilleur au monde, enfin voilà, qu'on atteint presque la perfection. Et puis, au bout d'un moment, si vous êtes avec nous en vidéo, vous le découvrez, il nous parle d'un futur projet, d'un robot, ce fameux robot humanoïde de Tesla. Alors là, Nicolas, qu'est-ce qui se passe ? On aura bientôt peut-être un conducteur robot humanoïde à la place de l'autopilote dans Tesla, je sais pas. Le problème dans le bientôt d'Elon Musk, c'est qu'il dit quasiment dans 1 an. Et c'est tout le problème d'Elon Musk, c'est que moi je pense que ce Tesla Bot, il y a 2 choses qui l'illustrent. La première preuve, c'est qu'Elon Musk regarde trop les séries comme Westworld. Et la deuxième, c'est que c'est le meilleur communicant de ce milieu. On voit dans la presse généraliste du monde entier depuis plusieurs jours des articles sur le Tesla Bot qui serait là pour faire les tâches ménagères difficiles, pour faire vos courses à votre place. Mais tout ça, soyons réalistes, je ne sous-estime pas Elon Musk, j'ai un grand respect pour ce qu'il a fait et je suis sûr qu'il fera beaucoup de choses. Ce robot, c'est quelqu'un qui danse, c'est pas un robot. Non, tu veux dire par là que là, c'est pas un gars de Boston Dynamics qui a programmé ça. Non, mais quand voilà, ils ont trouvé un moyen de faire parler de Tesla, de faire parler de l'intelligence artificielle, de faire parler de l'autopilote, parce que voilà, il dit que le robot est alimenté par les mêmes technologies que l'autopilote des Tesla. Donc on a la presse du monde entier qui se met à parler du pilotage automatique de Tesla, un peu comme quand il envoie une Tesla dans l'espace ou quand il annonce des tuiles pour toi qui seraient solaires alors que pas du tout. Ils trouvent le moyen de faire parler de sujets qui sont pas du tout intéressants pour le grand public habituellement, justement en les rendant un petit peu fun. Après, il est allé un petit peu plus loin sur la philosophie de ce robot qui serait là pour soulager les tâches les plus difficiles pour les humains. Finalement, on peut imaginer que ces robots deviennent des ouvriers ou alors aller dans des endroits sensibles. Je sais pas, centrales nucléaires, etc., etc. Sauf que de ce point de vue-là, Amazon, ils ont déjà des robots dans les centres de logistique qui aident les humains. Ils ont certains. Tu rejoins l'avis de Nicolas. C'est du bullshit, ce truc-là. C'est pas forcément du bullshit, mais je veux dire aujourd'hui, ces robots, ils existent. Alors, ils ont rien d'humanoïde, parce que c'est ça en fait la distinction entre ce que fait Amazon dans ses centres de logistique et ce qu'a présenté Tesla. C'est un robot de forme humanoïde, quoi, humain. En gros, ça ressemble à nous. Et c'est un peu comme la Boston Dynamics. Plus ou moins, ouais.
ouais, alors parce que Boston Dynamics, ils ont le chien, donc là ça ressemble pas du tout à nous, ça ressemble plutôt à un chien. Après, ils ont effectivement le Atlas qui ressemble effectivement plus à un humain. Avec une vidéo qui tourne là depuis quelques jours, qui est impressionnante, voilà, qui fait des saltos et tout. Qui fait des saltos, ouais, qui est assez impressionnant. Là, c'est vrai qu'au début, il dit ça va venir sur les chaînes de montage automobiles. Bon, une forme humanoïde, voilà. Oui, bon. que ça sert. À quoi ça sert, ouais, si ce n'est... après, tout le monde s'emballe sur ça va remplacer les jobs de certains humains qui vont se retrouver au chômage, etc. Je pense qu'on est très très loin, parce que les initiatives qui ont été faites en matière de robots humanoïdes, pour l'instant, ça a plutôt échoué. On en parlait récemment, un paper qui est presque humanoïde, qui a été lancé il y a un certain temps, et qui était juste pour faire de la communication, de l'événement. Il est sur roulette, un paper. Qui est sur roulette, oui, il n'a pas de jambes, effectivement. Il n'a pas de jambes. Ça n'a pas été un grand succès. Non. Donc, bon, moi je suis très dubitatif, effectivement, je pense que c'est un coup de com'. Ça permet aussi de gommer ce qui était arrivé quelques semaines avant, c'est-à-dire l'ouverture d'une enquête sur l'autopilote Tesla avec les morts, avec certains morts qui ont eu lieu aux États-Unis. Ça a fait chuter le cours de Tesla de manière incroyable. Et lui, dans la foulée, dit ah ben, on va s'appuyer sur cette technologie-là pour faire des robots. Et en disant mais vous inquiétez pas, ces robots, s'ils perdent un peu la boule, ils pourront pas vous attaquer, vous aurez toujours les moyens de les faire tomber et de prendre le dessus sur eux. Bon, ça fait. C'est rassurant. C'est plutôt rassurant. C'est du Elon Musk. Donc voilà, je pense que c'est pour effacer aussi le côté autopilote de Tesla, parce que ça peut lui porter. L'enquête qui est en cours aux États-Unis peut porter vraiment préjudice à la société. Oui, mais méfions-nous quand même d'Elon Musk, hein, parce que oui, il est capable. Il est capable de nous sortir un truc. Enfin voilà. On a parlé de Boston Dynamics. Quand vous voyez la tête du robot Boston Dynamics, qui est quand même impressionnant, mais c'est des années de travail. Regardez ce que propose Elon Musk. C'est pas réaliste. On peut pas avoir un design aussi épuré, aussi fin, qui a l'air aussi humain. C'est surtout quand dans un an. Lui dit que dans un an, ça sera commercialisé. Ça serait intéressant de poser la question à des ingénieurs de Boston Dynamics, justement, et de leur demander si ce projet est réalisable ou pas. Ou à Bruno Maisonnier, que tu connais sans doute, hein, le papa de Pepper, hein, qui lui a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Bah tiens, bonne idée d'inviter ça, tiens. Ben voilà, on va lancer l'invitation. On va revenir dans un instant pour la deuxième partie de quoi je me mail et rebondir aussi sur l'actualité, mais prendre le temps sur une date importante. Ça fait 10 ans que Steve Jobs dirige Apple, alors que... oui, parce que Tim Cook, Steve Jobs évidemment nous a quittés il y a 10 ans. Tim Cook donc dirige Apple depuis 10 ans. Quel bilan en tirer ? Voilà, est-ce que c'est plutôt en demi-teinte ? Est-ce que c'est vraiment flamboyant ? On en parle toujours avec Emmanuel et Nicolas. La suite de quoi je me mêle dans un instant, à la fois sur 01 TV et BFM Business. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.